Internes en grève, 4e semaine, rencontre actuellement entre leurs représentants et le ministre Jacques Barrot. Gérard Paquet en garde à vue, l'ancien directeur du théâtre de Château-Vallon à Toulon est interrogé à propos de sa gestion et d'un salaire attribué à sa sœur. Les footballeurs professionnels français vont obtenir un statut particulier qui leur évitera peut-être l'exil fiscal dans des clubs étrangers. Seuls les boulangers qui fabriquent leur pain pourront s'appeler boulangerie. Le Conseil des ministres renforce la loi. Madame, Monsieur, bonsoir. Devant l'ampleur prise par le phénomène de la drogue dans les collèges et lycées, après les spots présentés sur les chaînes de télévision, l'Éducation nationale a fait réaliser un film qui sera diffusé directement aux élèves des collèges entre 12 et 15 ans. Il s'agit bien de prévenir, mais aussi de repérer les adolescents qui se droguent pour les aider. Des enfants qui le plus souvent s'isolent et s'enferment dans leur dépendance vis-à-vis de la drogue. Chantal Quimerlin, Jean-Louis Bousser. C'était il y a 11 ans, un clip anti-drogue tout public. Aujourd'hui, l'information s'adresse directement aux élèves dans leur classe, avec un film en 2 versions, une pour les 11-13 ans et une pour les 14-16 ans. Olivier et Antoine sont copains de classe et de rock, mais de plus en plus souvent, Antoine est ailleurs. Tout commence par une absence. Le meilleur copain décide alors de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Mon meilleur copain... Meilleur copain, mais tu te fous de moi? Tu m'as dénoncé, ouais, t'es une balance, voilà ce que t'es. Aider celui qui dérive, rechercher le soutien des adultes, savoir frapper aux bonnes portes dans le collège, c'est ce qu'apprend le film, même s'il n'explique pas clairement ce qu'est la drogue. Je savais déjà, mais ça rappelle parce qu'on l'oublie un petit peu. Il faut qu'on se mette dans la tête que ça peut arriver à n'importe qui et que ça peut même arriver à nous. J'ai une amie qui a déjà fumé du shit et qui s'en est vantée devant moi. Et je lui ai dit que c'était idiot. Le film et le travail des équipes pédagogiques devraient toucher plus de 3 millions de collégiens, mais dans certains établissements, on est sceptique. Je crois que la véritable prévention qu'il faut faire, c'est donner des moyens humains avant de donner des moyens matériels. Parce que cette cassette, c'est quoi? C'est encore une opération coup de poing de plus. L'Éducation nationale évaluera l'impact de ce film dans les collèges juste avant les grandes vacances. Régulièrement, des trafics sont démantelés. Aujourd'hui encore, à Longwy par exemple, en Meurthe-et-Moselle, 5 élèves d'un lycée âgé de 19 à 22 ans ont été mis en examen pour trafic de résine de cannabis. Les chiffres sont inquiétants. 7 lycéens sur 10 auraient un jour ou l'autre consommé du hashish. Une majorité d'établissements scolaires français font l'objet d'un trafic de drogue. Les services de police se mobilisent de leur côté pour tenter de repérer et de sanctionner les revendeurs. Des brigades spéciales sont mises en place, comme ici à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Marie-Pierre Farkas, Joseph Bachtik. Appelons-les Georges et Alain. Ils font partie d'une brigade de sûreté urbaine. Leur spécialité, les violences, les vols à l'arraché, les trafics des cités, la drogue chez les jeunes. L'enquête commence à la sortie d'un lycée aux environs de Paris. Ils ont un début de signalement, quelques informations sur les habitudes des trafiquants qui opèrent entre 15 et 17 heures, en général sur la voie publique. Bon, il y en a un qui attend à l'entrée. Reste actuellement, donc il y a 2 individus qui sont là en attente. Le premier, donc un Français, et un deuxième, un Noir, sont là en attente. C'est des jeunes comme on voit là qui sont en attente devant les lycées. Et puis ils viennent avec quelques barrettes sur eux et puis ils en proposent aux petits jeunes qui sortent. Oui, ils stationnent juste devant le lycée, juste devant. Donc ils viennent d'arriver, donc ils sont deux. Donc un 3/4 bleu avec des plumes sur la capuche et l'autre blouson marron. Ils rentrent à l'intérieur du lycée. Renseignements pris, les 2 individus qui n'ont plus l'âge d'aller en classe sont, comme on dit, connus des services de police. Ils ressortent un quart d'heure plus tard. Les policiers n'ont pu intervenir à l'intérieur du lycée sans l'autorisation du directeur. Pas de flagrant délit, pas d'arrestation. Juste le début des investigations qui peuvent durer plusieurs semaines et aboutir, avec un peu de chance, à des prises comme celle-ci. Des barrettes de hashish, des doses de stupéfiants en tout genre emballées dans des feuilles de cahier, la routine. Ces brigades antidrogue disent qu'on trafique aux abords de tous les lycées, que l'heure de pointe des délits c'est de 16h à 23h. Contre ce monde de la délinquance parfaitement structuré, certains adultes commencent à réagir.
On s'aperçoit que les choses changent beaucoup et changent vite. Vous avez des officiers de prévention qui s'occupent des violences scolaires au sein des commissariats, qui ont donc un contact privilégié avec les chefs d'établissement. Vous avez des chefs d'établissement qui sont plus soucieux de la sécurité dans leur établissement, qui voient la police d'un meilleur œil que ce qu'ils pouvaient voir auparavant. Et il y a une collaboration certaine qui s'instaure. TN92 de Villeneuve. La radio continue à débiter son lot de bagarres, d'incidents. Georges et Alain sillonnent les cités. Aucune trace de leurs clients ce soir, ni de ce qu'ils appellent pudiquement des points d'activité. La nuit est calme, les planques reprennent demain à la sortie des classes. Les internes des centres hospitaliers universitaires de France continuent leur grève et leur pression sur le gouvernement pour obtenir la révision de leur convention avec la sécurité sociale. Action spectaculaire aujourd'hui encore à Strasbourg avec l'occupation des voies ferrées de la gare, même chose à Marseille. Et à Paris, les internes se sont installés sur les pelouses en face de l'Élysée avant d'être délogés. Frédéric Rota, Alain Dubas. Intervention sur ordonnance. Les forces de l'ordre ont essayé d'une manière musclée, mais n'ont pas réussi à les déloger. Des petits groupes d'internes avaient pris position en fin de matinée tout autour du palais de l'Élysée. Bilan de l'opération, 2 blessés légers. Ensuite, les internes en grève ont bloqué pendant quelques heures les Champs-Élysées, la place de la Concorde et le périphérique. Pendant ce temps, à Marseille, occupation des voies de la gare Saint-Charles, quelques petits désagréments pour les passagers. Les internes ne veulent pas d'une médecine à l'anglaise ou à l'américaine. Nous, on met en garde le gouvernement, la santé publique en général, attention avec la santé des gens. Une fois de plus, les CRS sont intervenus pour dégager les voies. À Nice, occupation par une centaine de grévistes de la caisse d'assurance maladie. Les jeunes médecins ont débranché des claviers d'ordinateur avant de les restituer à l'arrivée des forces de l'ordre. Un chef de gare impuissant, il a fallu une fois encore l'intervention de la police pour évacuer la gare de Strasbourg. On est obligé de faire ça, ça fait 3 semaines qu'on est en grève, le gouvernement ne nous écoute pas, donc on change de système de manifestation. En France, 23 centres hospitaliers universitaires sur 26 sont toujours en grève. Et ce soir, les internes sont reçus par le ministre des Affaires sociales, M. Jacques Barrot, et de la Santé, M. Guémard. Pour M. Barrot, il n'est toujours pas question de renégociation, mais d'explication avec les internes en grève. Conflit à Air France Europe, le trafic était normal pratiquement aujourd'hui, malgré l'appel à des débrayages lancés par une partie des syndicats du personnel au sol. Les négociations sont plutôt au point mort pour l'instant. Enfin, le personnel des aéroports de Paris, Orly et Roissy était lui aussi en grève aujourd'hui, ce qui a provoqué quelques retards au départ de certains vols de compagnies étrangères. Air France Europe a annoncé aujourd'hui par ailleurs un déficit de 800 millions dans son exercice 96-97. Une entreprise offre aux banques un système de détection de chèques falsifiés, une invention particulièrement intéressante dans la mesure où régulièrement des malfaiteurs s'intéressent justement à la falsification des chèques. C'est encore le cas avec ce réseau qui vient d'être démantelé. Plusieurs dizaines de millions destinés à l'URSSAF détournés. Les chèques avaient été réécrits et les sommes augmentées. Pascal Doucet-Bon, Jean-François Hoffman. Le principe de l'arnaque était simple. Les escrocs volaient les chèques, falsifiaient l'ordre. URSSAF devenait alors SARL Céditel. Il ne restait plus qu'à encaisser. Une vieille recette. Depuis des décennies, URSSAF devient régulièrement, entre autres, Boursafia ou Ursafian. Quant au montant, ils peuvent gonfler considérablement, mais la parade existe. Le raisonnement, ça a été simple. Ça a été de prendre un papier imprimé comme celui-ci, de le chauffer avec la flamme d'un briquet, de manière à faire pénétrer par capillarité l'encre. Ce qui veut dire que maintenant c'est infalsifiable, on ne peut pas surcharger ni gratter. Tout à fait, c'est inattaquable. Christian Bonnard dirigeait il y a peu la lutte contre la fraude dans une grande banque française. Jean-Pierre Bronstein est chef d'entreprise. Avec un troisième associé, ils ont breveté tout simplement un four à chèques. Sur une imprimante à encre solide, très classique, on pose le four à halogène. Il chauffe le papier dès la sortie d'impression. Il est alors totalement imbibé, tout gratouillis ou surcharge est immédiatement détectable. La fraude au chèque approche le milliard de francs par an en France. Le marché est donc énorme. On parle en dizaines de milliards de chèques émis tous les ans. 5 milliards en France, 5 milliards en Grande-Bretagne, 60 milliards aux États-Unis. C'est vous dire que le nombre d'entreprises concernées est très très important.
53 000 francs l'exemplaire avec l'imprimante. Les clients sont déjà nombreux, Rhône-Poulenc, la Société Générale, le Crédit Agricole ou Danone France. Les Américains devraient s'y intéresser. Le brevet est désormais mondial. 400 policiers sur le terrain ce matin dans le département des Yvelines, dans la région de Vernouillet. Ils ont investi plusieurs campements de gens du voyage et arrêté 11 personnes. L'opération s'est déroulée dans le cadre d'une enquête concernant le meurtre d'un gendarme en août 1996 lors d'un hold-up au péage de l'autoroute du Nord à Bapaume. Garde à vue pour Gérard Paquet et sa sœur, l'ancien directeur du théâtre de Château-Vallon à Toulon, licencié l'été dernier et qui s'était ensuite engagé dans une croisade contre le maire Front National de la ville. Eh bien, Gérard Paquet est interrogé par les policiers de Marseille à propos de sa gestion et notamment d'un salaire de 200 000 francs attribué à sa sœur, Marielle Paquet, qui elle est entendue à Nanterre. Alban Mikosi, Gérard Gallian. 24 heures de garde à vue pendant lesquelles peu d'informations ont franchi les murs. On sait seulement que Gérard Paquet est toujours entendu par la brigade financière, sommé de s'expliquer sur la gestion de Château-Vallon. L'interpellation, elle, a eu lieu hier soir au domicile des époux Paquet. Ils ont fait une perquisition, ils ont cherché un peu dans la maison, cherché des papiers, cherché je sais pas quoi, on n'avait pas grand-chose. À l'origine de l'affaire, ce colloque sur les utopies organisé au mois de juin 1995 par une association RCI dirigée par la propre sœur de Gérard Paquet. Sur un budget total de 517 000 francs, 200 000 ont été mis à la disposition de Marielle Paquet, une somme qui englobe son salaire et le règlement des frais. C'est vraiment un travail de longue haleine, ça demande une connaissance du terrain, une connaissance des gens, une connaissance du sujet, c'est vraiment un très très gros travail et ça nous pouvons en attester. La gestion globale du Théâtre National de la Danse et de l'Image a fait récemment l'objet d'un rapport par un inspecteur des finances. Dans ce cadre, l'audition de Gérard Paquet était attendue, sa garde à vue est plus étonnante. Ce qui était prévisible, c'était une convocation. Ça, je crois qu'on pourrait dire chronique d'une convocation annoncée. La garde à vue était moins prévisible. Et encore une fois, la garde à vue, à mon sens, ne s'imposait pas. Reste le contexte politico-culturel, les rapports conflictuels qu'entretient Gérard Paquet avec la mairie de Toulon et avec la préfecture du Var. Des rapports qui contribuent à donner à cette mesure un tour plus passionnel encore. Deuxième journée du procès de Francis Holm et de Didier Gentil à Périgueux, accusés tous les deux du meurtre d'un jeune appelé. Les deux hommes sont des marginaux, on le sait, meurtriers, récidivistes, notamment Francis Holm, au centre de plusieurs dossiers de crimes restés jusqu'alors impunis. Dans le box, les deux hommes font tout pour s'ignorer. Dominique Verdeillan, José Boulestex. 11 ans après les faits, tout rappelle aux parents de Laurent Bureau, le jeune appelé du contingent, la soirée du 8 mai 86. Les pièces à conviction, l'extincteur avec lequel la victime a été sauvagement frappée, les cordelettes qui lui ont été passées autour du cou et autour d'un poignet. Dans le box, Francis Holm se lève et raconte mécaniquement, sans émotion, sans trouble. Il y a d'abord eu dans un parc de la ville la rencontre avec quelques marginaux, dont un certain Didier Gentil. Gentil a voulu aborder le jeune homme, il lui a demandé de l'argent. Monsieur Laurent Bureau, précise Holm, a refusé. Alors Didier Gentil l'a frappé. Après nous sommes allés vers le gymnase. Je ne voulais pas lui faire du mal, je lui ai attaché les mains et involontairement je lui ai donné des coups de poing, mais c'est Gentil qui l'a tué. Et le lendemain, je suis parti pour Metz. Puis Holm s'arrête brutalement, en 7 minutes, il a tout dit. Quant à Didier Gentil, il ne se souvient pas très bien si un jour il a rencontré Francis Holm et Laurent Bureau. Alors il se retourne vers les parents de la victime. C'est un crime crapuleux, dit-il, et j'espère qu'un jour il sera puni. La cour d'assises hésite ce soir entre deux versions, l'amnésie de Didier Gentil et la bonne mémoire de Francis Holm. Dans de nombreuses affaires politiques, le service des renseignements généraux de la police est mis en cause. 3800 fonctionnaires chargés d'être en quelque sorte les oreilles du gouvernement dans le pays. Aujourd'hui, un ancien commissaire des RG, Patrice Rougelet, raconte sa vérité sur ce service dans un livre intitulé « RG, machine à scandale ». Michel Fine, Claude Sicard. Dans son cartable, quelques vieux documents ont gardé la mémoire d'affaires classées sensibles il y a longtemps, comme les diamants de Bokassa. Patrick Rougelet fut pendant 13 ans un petit commissaire des renseignements généraux. Depuis, il a quitté la police de l'ombre. Aujourd'hui, il dénonce dans un livre certaines de ses méthodes. Je reproche aux renseignements généraux d'être devenus ce qu'ils sont, une police politique.
C'est-à-dire que, bon, d'abord, c'est une police qui n'a plus lieu d'être, parce que qu'est-ce que ça signifie, ces policiers qui espionnent, il faut dire le mot, des politiques, hein, de Giscard à Rocard, de Rocard à Sarkozy, de Sarkozy à Julien Drey, qui espionnent des syndicalistes, des chefs d'entreprise. Parmi les techniques ainsi dénoncées, les écoutes ou le pillage de boîtes aux lettres. Le pillage de boîtes aux lettres, c'est un grand classique. Oui, bien sûr, je l'ai fait. Ça se pratique à 3. Vous avez le type qui va chercher dans la boîte aux lettres. Alors bon, c'est pas la vieille technique du caramel comme dans les troncs. Tout simplement, bon, ils ont toutes les clés possibles, imaginables. Vous voyez ce que c'est qu'une serrure de boîte aux lettres, et puis ils prennent les lettres. En général, ces lettres sont photocopiées et remises la plupart du temps dans la boîte aux lettres pour ne pas éveiller l'attention de la source. Alors en parlant ainsi, ben, il y a certains Français qui comprendront pourquoi il y a parfois du retard dans le courrier. C'est peut-être pas dû forcément au PTT. Patrick Rougelet plaide aujourd'hui pour la suppression des renseignements généraux. Il a quitté les RG en 1990. 6 ans plus tard, à l'issue d'un conflit avec sa hiérarchie, il était révoqué de la police nationale. Alcatel-CIT a annoncé aujourd'hui son plan de restructuration. 1511 suppressions d'emplois dans ces 6 établissements en France. L'un des sites les plus touchés, celui de Lannion, dans les Côtes d'Armor, dont 80% des salariés sont des femmes. Une décision qui concerne toute la ville. Jérôme Laurent et Gabriel Camilla. Toute la journée à Lannion, les entrées d'Alcatel-CIT sont restées bloquées par plusieurs centaines de salariés, tandis qu'à l'intérieur de l'usine, la direction présentait son plan social au comité central d'établissement. Ici, 398 emplois devraient être supprimés. Des emplois à près de 80% occupés par des femmes. Elles sont pour la plupart entrées à Alcatel dans les années 70. À cette époque, le personnel était embauché sur des critères de dextérité. Et lorsqu'on regardait le niveau d'études ou les diplômes que possédait la majorité du personnel, c'était des CAP de couture. Danielle Thomas fait partie de ces femmes qui vont être licenciées. Cela fait plus de 24 ans qu'elle travaille à Alcatel. Son salaire est de 7 000 francs bruts par mois. Elle vit seule dans la banlieue de Lannion avec ses 2 enfants. C'est l'angoisse, tous les jours c'est l'angoisse. La nuit on y pense, on ne dort pas bien, c'est l'angoisse tout le temps. C'est pour les enfants, que vont-ils devenir? Ils ont 13 ans, mais dans quelques années, est-ce qu'ils auront du travail dans la région? On ne sait pas, c'est l'inconnu. Avec ses 2000 salariés, Alcatel a toujours été l'entreprise phare de Lannion, 17 000 habitants. L'annonce du plan social fait craindre le pire aux commerçants. Tout le monde se soutient pour Alcatel, parce que c'est vraiment important pour Lannion et les alentours. C'est quand même important ce qui se passe. Plus ça va, pire c'est. De toute façon, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ça, déjà, avant que c'était Alcatel et ces problèmes-là, on ressentait, mais là, c'est encore pire. Dans le Trégor, Alcatel-CIT est un monument incontournable, comme le centre de télécommunications de Pleumeur-Boudou ou le granit rose de Ploumanac. Ici, il existe même une pierre qui résume à elle seule la situation économique de la région, instable. Le gouvernement a confirmé aujourd'hui qu'il prévoit une croissance économique de 2,3% pour cette année et de 2,8% pour l'année prochaine. Par ailleurs, toujours en vue de respecter les accords de Maastricht, le déficit pour 1998 est affiché à 2,8% du PIB, le produit intérieur brut. 48 heures après la fin du congrès du Front National à Strasbourg, c'est le Parti Socialiste qui fait connaître son programme en matière d'immigration. Les socialistes estiment que l'immigration zéro est impossible, mais qu'en revanche, il faut organiser le flux des immigrés. Françoise David, Alain Dumas. Nouvelle politique de l'immigration et relance vigoureuse de la politique d'intégration. C'est dans ces 2 voies que le Parti Socialiste veut s'engager. La notion d'immigration zéro est un mensonge, juge le PS, qui rejette également la mise en place de quotas. Il s'agit plutôt d'instituer un contrôle des flux migratoires en collaboration étroite avec les pays d'origine des immigrés, une sorte d'immigration négociée. La vie sur le territoire français comporte des droits et des devoirs. Le PS veut assouplir par exemple la politique de regroupement familial et par ailleurs juge que toute décision administrative doit être clairement motivée. En contrepartie, les immigrés doivent respecter les lois de la République, laïcité, égalité homme-femme et bien sûr ordre public. Certaines dispositions de la loi Pasqua-Méhaignerie de 1993 sont remises en cause. Les socialistes veulent revenir au droit du sol pour l'acquisition de la nationalité française. Les enfants nés en France de parents étrangers sont français, sauf à choisir à 18 ans la nationalité de leurs parents.
Enfin, le PS veut raccourcir les procédures de naturalisation et accorder automatiquement une carte d'électeur à 18 ans. Il préconise enfin le droit de vote aux élections locales, dès que la Constitution le permettra, pour les étrangers vivant en France depuis au moins 5 ans. C'est tout cela que le PS appelle l'intégration républicaine. Charles Pasqua affirme que les dirigeants du Front National sont plus près des fascistes que d'autres choses. Dans une interview à l'événement du jeudi, l'ancien ministre de l'Intérieur ajoute que le Front National n'est pas un parti républicain. Le président de la République, Jacques Chirac, est arrivé en voyage officiel à Prague, en République tchèque. Il s'agit d'un séjour destiné à relancer les échanges économiques entre les deux pays, avec au programme une première rencontre avec le président tchèque, Václav Havel. Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Un homme politique heureux, un président amoureux, pour Václav Havel, cela marche dans les deux sens. L'ex-bête noire du régime communiste, le dissident, 3 fois emprisonné, pulvérise avec 80% de popularité tous les records, à l'Est comme à l'Ouest. Opéré en janvier d'un cancer au poumon, Václav Havel, à peine sorti de l'hôpital, a créé la surprise en se remariant avec une actrice populaire. Aujourd'hui, avec Dagmar, ils répondent la même chose d'une même voix. Comment allez-vous? Comme ça. Ça va à peu près. Dans ce contexte, la visite du président de la République est aussi pour Václav Havel l'occasion de marquer un point politique important. Dès son arrivée, Jacques Chirac s'est en effet engagé. La France soutiendra l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne et à l'OTAN. J'ai pu confirmer au président que la France apporterait un soutien sans réserve à la fois à la candidature de la République tchèque à l'Union européenne, dont elle sera membre, je le pense et je l'espère, en l'an 2000, et naturellement dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dans l'OTAN. Demain, le président de la République coiffera sa double casquette politique et économique. La promesse de l'entrée prochaine de la République tchèque dans l'Union européenne pourrait favoriser de nouvelles relations commerciales avec l'Europe et avec la France. Leur modestie actuelle ouvre des perspectives d'autant plus vastes. Sondage CSA pour France Info et le magazine La Vie. Monsieur Jacques Chirac perd 3 points, 36% d'opinion favorable contre 39% au mois de février. Et Alain Juppé perd 2 points, 30% d'opinion favorable contre 32% qui faisait confiance au Premier ministre au mois de février dernier. L'actualité internationale avec la suite des affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens. 11 militaires israéliens ont été blessés aujourd'hui. Leur camion a plongé dans un ravin, touché par un engin incendiaire. C'était en Cisjordanie. Et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, va se rendre à Washington. Mais on tourne en rond car il annonce qu'il n'y aura pas de reprise du processus de paix sans arrêt du terrorisme. En Angleterre, une équipe de médecins rend la vue à un aveugle grâce à une technique exceptionnelle, l'implantation d'une dent. Autrement dit, rien à voir avec la technique traditionnelle des opérations de la cornée. Londres, Étienne Lénard. Il est 3h10, 3h10 n'est-ce pas? Être capable de lire l'heure. Pour ce Britannique de 61 ans, cet acte-là est un vrai miracle. Malade depuis des années et ayant déjà subi 3 opérations, M. Barsani avait il y a 4 mois tenté le tout pour le tout. La technique utilise, et c'est incroyable, la dent du patient comme un support. Après avoir greffé dans son œil gauche un morceau de peau, les médecins ont extrait l'une de ces dents dans laquelle ils ont pratiqué un trou de 4 mm de diamètre pour y placer la lentille artificielle. La dent a été transplantée dans la joue, les tissus s'y sont reconstitués et c'est ce nouveau support qui a été greffé avec succès la semaine dernière dans l'œil de M. Barsani. Il parvient à lire les 5 premières lignes du tableau de test et je marchais avec lui l'autre jour et pour la première fois il pouvait voir nos visages. Il pouvait distinguer par la fenêtre les briques, les échafaudages parce qu'il y a des travaux dehors. Pouvoir se promener, lire et manger sans aide, M. Barsani en rêvait. Une 50aine de personnes attendent en Grande-Bretagne de pouvoir à leur tour être opérés, même si les médecins ont prévenu tous leurs patients qu'ils ne recouvriraient que partiellement la vue. L'affaire du pédophile Marc Dutroux, nous l'avons encore tous en tête, elle continue d'ailleurs de bouleverser la Belgique. En effet, les Belges se sont aperçus à cette occasion que leur pays fonctionnait mal, très mal. Politiciens, juges et policiers sont en cause, au point qu'une sorte de thérapie de groupe s'est engagée en direct à la télévision où soir après soir, on refait l'enquête telle qu'elle aurait dû se dérouler pour mieux comprendre pourquoi certains n'ont pas fait ce qui n'était finalement que leur devoir. Notre enquête de ce soir menée par Mathieu Huchet et Jacques Garniche est intitulée
contre-enquête en direct. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Elle est juge d'instruction, elle vient donner sa version sur l'affaire Dutroux, comme l'ont déjà fait plus de 100 personnes. Il faut envisager toutes les possibilités. Depuis 5 mois, en direct, les parlementaires de la commission d'enquête questionnent. Un grand déballage où gendarmes, juges et procureurs se défendent devant les Belges. C'est la première fois qu'on voit l'intelligentsia, si je peux dire comme ça, à la télé, pris en faute entre guillemets. À la tête de cette commission, Mark Verningen, député flamand. Son objectif, tenter de savoir pourquoi l'enquête sur le dossier Dutroux a été aussi mal conduite. Pour y répondre, le gendarme Le Sage, chargé des recherches sur le terrain. Et Martine Doutrève, juge d'instruction, elle supervisait l'enquête. Entre deux, le courant n'est jamais passé. Ce jour-là, les débats vont durer plus de 4 heures. J'ai alerté le juge de la piste Dutroux, affirme le gendarme, bien avant la découverte des 2 cadavres. Elle dit qu'elle n'était pas au courant. Or, elle savait, à la rédaction du procès-verbal, qu'elle était au courant depuis le début qu'on l'avait informée de la piste Dutroux. Le juge dément, chacun campe sur ses positions, le président s'impatiente. La commission prend acte de cela. Mais il faut bien vous imaginer, monsieur, que tout le monde peut suivre ce que vous avez dit maintenant et que ça peut aggraver la crise dans laquelle nous sommes. Parole de gendarme contre parole de juge, c'est l'impasse. Pour tenter de connaître la vérité, le président convoque 2 autres membres de l'enquête. Monsieur Le Sage n'était pas du tout insistant sur le problème du trou. Il n'a en aucun cas parlé des antécédents de Dutroux, du fait qu'il avait déjà enlevé des enfants. Le premier soutient le juge, le second soutient le gendarme. Rien ne progresse. Je le maintiens. Vous vous imaginez ce que vous êtes en train de faire. Monsieur le Président, nous entrons dans un cercle éternel. Mais le président est tenace. Minuit passé, nouvelle entr'acte, nouveau rebondissement avec la convocation de 2 autres témoins. 3e et dernier acte, la Belgique est rivée au petit écran. Voilà donc un moment particulièrement important donc, de cette commission d'enquête. Et comme l'a dit le président, au moins une des 2 personnes ne dit pas la vérité. Il y en a un qui dit blanc, il y en a un qui dit noir. Il y en a un qui ment, on ne sait pas qui. La dernière confrontation à 6 ne changera rien. La séance est levée, la vérité attendra. En coulisses, les parents font leurs commentaires et à 1h15 du matin, les Belges sont toujours à l'écoute. Les médias, parce qu'ils parlent des dysfonctionnements du pays, ont acquis malgré tout une espèce de nouvelle légitimité qui est celle de ne pas laisser enterrer les affaires et d'être un peu les gardiens des promesses qui sont faites aujourd'hui. À quelques jours de leur conclusion, une certitude pour les parlementaires. Une accumulation d'erreurs a gangréné l'enquête. Pour les parents, une seule explication, Dutroux était protégé. Si cette commission échoue à mettre le doigt sur les protections particulières de ces dossiers disparition d'enfants, alors Julie, Mélissa, Anne, Efie, Sabine, Laetitia auront souffert jusqu'à périr pour 4 d'entre elles, pour rien. Le rapport est attendu pour le 15 avril. Ce jour-là, la Belgique retiendra son souffle. Retour en France avec une décision du gouvernement ce matin de renforcer les dispositions interdisant aux boulangeries qui ne fabriquent pas elles-mêmes leur pain de s'appeler tout simplement boulangerie. Reportage Alain Doubeski, Philippe Turbo. Ici, l'inscription boulangerie est autorisée. Elle correspond vraiment à un magasin qui vend du pain préparé dans un vrai pétrin par un artisan dont la matière première est la farine. Il est équipé d'un four à pain traditionnel, il travaille selon les méthodes classiques et il est en colère. Il en veut à ceux qu'il appelle les pseudo-boulangers, ceux qui se font livrer du pain congelé. On appelle ça vulgairement des cuiseurs de pain. Oui. La concurrence est déloyale avec eux? Sûrement, elle est déloyale. De toute façon, ils affichent boulangerie alors que ce ne sont pas des boulangers. Ils pétrissent pas, ils cuisent uniquement du pain sur place et ils ne pétrissent pas. Depuis le début de l'année, s'afficher boulanger est interdit lorsque la pâte n'est pas pétrie sur place.
Désormais, ce sera sévèrement puni par la loi, jusqu'à 10 000 francs de contravention par jour d'infraction. Ici, il n'y a pas d'inscription boulangerie. Pourtant, on y vend du pain, mais du pain industriel. Les baguettes sont reçues congelées, toutes prêtes, seule la cuisson se fait sur place. Si la loi est respectée ici, pas d'enseigne boulangerie, pourquoi d'autres ne la respectent-ils pas? Il y a des explications. Ils mettent boulangerie, à mon avis, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont racheté le magasin en l'état, ils n'ont pas, je dirais, pensé à changer l'enseigne. Ou alors ils veulent profiter aussi du mot boulangerie pour se valoriser. Se valoriser évidemment sur le dos des consommateurs, et c'est ça que la loi veut éviter. Le Conseil des ministres de ce matin a adopté un projet de loi visant à éviter que les meilleurs footballeurs professionnels français ne continuent à s'exiler à l'étranger, en Italie ou en Espagne. Bien sûr, il n'y a pas que des raisons financières à ces départs, mais tout de même, le taux de l'impôt y est considérablement plus bas. Ce projet de loi vise finalement à réduire cette différence. Laurent-Frédéric Bollet, Jacques Garniche. J'aurais voulu être un artiste. Eh bien, c'est pour bientôt. Les footballeurs professionnels vont être assimilés à des artistes afin d'avoir un droit d'image, afin surtout d'être mieux payés et afin de ne pas partir jouer à l'étranger. Ce soir, aux alentours du Parc des Princes, sur ce projet, les supporters sont partagés entre une vraie cause sportive et l'énormité des sommes brassées par le foot. On peut être corriche. Quand on a les joueurs, ils vont là où il y a de l'argent. C'est une cause particulière, mais sinon il n'y a pas de raison effectivement que ces gens-là aient des positions privilégiées. Faire des footballeurs des privilégiés, le Conseil des ministres s'en défend. Il s'agit avant tout de rivaliser avec les autres pays européens qui ont des charges patronales beaucoup plus faibles. Ainsi, pour un salaire mensuel de 100 000 francs, les charges sont 9 fois plus importantes en France qu'en Italie. Dans le projet, 50% des salaires versés aux joueurs en France seraient considérés comme un droit d'image, sans charge donc. Économie pour l'employeur, bénéfice pour l'employé qui devient comme un acteur ou un chanteur. Lorsque le soir du match, il est sur le terrain, bien, on lui verse un salaire pour pouvoir jouer. Par contre, toutes les exploitations de cette image, de son image lorsqu'il a joué, par exemple pour des magazines télévisés, eh bien ça c'est du droit d'image. Pour les clubs, cela représenterait une augmentation de la masse salariale d'environ 10%. De quoi peut-être retenir les joueurs d'aller voir ailleurs. Cela ressemble quand même à une mesure d'urgence pour le foot français. Record de chaleur sur la partie sud du pays et notamment le sud-ouest, au point que les vignes du Bordelais sont en avance d'au moins 15 jours dans leur floraison. Sans doute les vins 97 seront très très bons, avec un risque tout de même. La différence de température entre le jour et la nuit. Les vignerons ont donc mis en place un système d'alerte pour éviter les méfaits, voire les drames du gel. François Privat et Philippe Ritel. 24 degrés entre les rangs de vignes. Au domaine de Chevalier, près de Bordeaux, les nouvelles pousses ont entre 2 et 4 semaines d'avance, conséquence de cette chaleur inhabituelle. Mais ici, on craint surtout la gelée. Le problème, c'est les gelées, et il n'y a pas de petites ou de fortes gelées. À partir du moment où ça peut geler, dès que la tête, l'apex de la pousse est touchée, même si le reste des feuilles restent verts, la pousse est foutue. De drôles de cheminées pour lutter contre la gelée. C'est vrai qu'ici, en 1991, on a perdu 80% de la récolte en quelques heures. Alors, les propriétaires du domaine ont investi plus de 300 000 francs dans un système de chaufferette au fioul, utilisé jusqu'alors en Champagne. Le principe, c'est d'enflammer le fioul à l'intérieur de cette chaufferette, et la chaleur dégagée par la combustion va faire monter en température cette cheminée, ce tuyau de poêle, qui va rayonner de la chaleur autour de lui. Donc on va protéger par rayonnement direct la vigne. Une éolienne permet de diffuser la chaleur au-dessus des vignes. Un système coûteux pour protéger l'un des meilleurs Bordeaux blancs, vendu 350 francs la bouteille. Quand la météo nous annonce des températures autour de 0 pendant la nuit, 0 ça peut être -1, ça peut être -2 suivant les endroits parce que les gelées sont très localisées et c'est vrai qu'on a des nuits qui sont pas complètement blanches mais pas loin. Ici, vers 3 heures du matin, la température descend en dessous de 0. Rémi sera réveillé par cette douce sonnerie. Exposition au Palais d'Orsay d'environ 1 millier d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de retrouver d'éventuels ayants droit, s'il y en a encore. Cette initiative intervient après, souvenez-vous, les déclarations du Premier ministre Alain Juppé qui veut faire toute la lumière sur la spoliation des biens juifs durant l'occupation allemande. Gérard Dalmaz, Yves Ginca.
1941, pour 1 million de l'époque, von Ribbentrop achète ce superbe Manet. L'intermédiaire est français. Le marché de l'art est florissant sous le régime de Vichy. L'occupant améliore ses collections personnelles, dépense parfois sans compter, entasse les œuvres majeures ou non, arrache sans vergogne les œuvres aux familles juives, sans oublier les pillages collectés pour Göring et toutes les expéditions destinées au futur musée qu'Hitler veut installer à Linz, Autriche. Exemple de tableau spolié, cette toile sur la guerre de 70. Résultat, en 1945, 61 000 objets restitués à la France pour compensation en vertu des accords de paix. Sur 61 000 objets, 45 000 sont rendus à leurs propriétaires. Sur 15 000 objets, 13 000 sans aucun intérêt sont vendus, restent 2 000 exposés très longuement à Compiègne dans les années 50. Curieusement, les revendications sont fort rares. Les musées de France se voient confier la garde de ces 2000 œuvres qui sont dès lors exposées normalement ou placées en réserve il y a donc presque 50 ans. Il fallait une seconde exposition nationale pour susciter des réclamations. Orsay montre la part dont il est responsable, 130 objets. Exemple, ce chef-d'œuvre de Courbet, la falaise d'Étretat. Ce n'est pas l'État qui les possède, mais nous en sommes dépositaires. Il est venu le moment de les exposer au grand jour pour que des héritiers, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de ceux qui ont été spoliés, s'ils pensent vraiment, et s'ils peuvent attester que ces œuvres leur appartiennent, ils les prendront. Certains historiens et journalistes restent très critiques quant à cette exposition tout de même montée sous la contrainte de l'opinion. C'est une histoire d'occasion manquée. Cette exposition, si elle devait servir à quelque chose, elle devrait avoir un rôle pédagogique. On est aujourd'hui en pleine montée du Front National. S'il y a quelque chose qui est réuni à travers ces œuvres et qui raconte quelque chose, c'est le pillage de la culture. Exemple, ce faux grossier de Renoir, les nazis sont peu regardants sur l'authenticité. 5 millions 1942 pour un Cézanne bidon. Gruger l'occupant était aussi un sport. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, 20h50, la femme est de l'amant avec Nicole Garcia et la regrettée Christine Pascal, 0h35, l'édition de la nuit, Philippe Lefebvre, demain 13h, Patrick Chen, quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée, bonsoir.